sommes vendredi, on espère que vous êtes bien chez vous à la maison. Nous sommes très heureux, comme tous les vendredis, parce que vendredi, il y a cailloux dans les oreilles, on dit. Mais c'est vendredi, mais je ne sais pas si chez vous c'était comme ça, mais vendredi, c'était les meilleurs jours d'école. Parce qu'on est sûr que le vendredi, c'est le jour où souvent le maître ne vient pas. Vendredi, c'est le jour où on te donne rendez-vous à la récréation et là, quelque chose peut se passer. Sous l'arbre à palabre m'a dit Rayana assis. Vendredi, c'est le jour, le lendemain, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire et à vivre parce que c'est le week-end qu'on en tape. Chez nous, vendredi, c'est merveilleux parce qu'on va voir des artistes. Vendredi, on a beaucoup de choses à dire. Vendredi, il y avait la chaîne de Daouda. Je vais vous la présenter avant la fin de cette émission. Il avait une chaîne, on a dit non, ça va, tu ne mets pas la chaîne. Oui, c'est vendredi. Mais vendredi, c'est jour où il y a un peu de musique. Oh. La Côte d'Ivoire est un pays merveilleux. Ça, c'est une chanson. Bonsoir Yana, comment allez-vous? Bonsoir Brice. Vous allez très très bien, merci beaucoup, merci. C'est un bon vendredi. C'est un bon vendredi. Hein. Ouais, on termine très très bien la semaine. Très bien. Alors, on a gardé les meilleurs pour la fin parce que ils ont été retenus comme étant les meilleurs danseurs du ballet zougloutique. Donc, on les a gardés quelque part dans la loge. Ils vont rentrer progressivement. Donc, on a les sièges d'Élysée. En pas de zouglou. En pas zouglou, ouais. Élysée et la magnifique Isabelle Vovor, ouais. Sur qui souvent je jette mon dévolu, disait Daouda Koulibaly. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? C'était quoi l'histoire de la chaîne? Ben, j'ai porté ma chaîne que ma femme m'a offerte pour mon anniversaire. Bon, je la porte, je vais venir la montrer un peu, on refuse que je la porte. C'est surtout Abou qui refuse que je porte cette chaîne, je ne sais pas pourquoi. Abou a pris balle. Voilà. Abou, il est jaloux de ma chaîne. Abou, mais ce n'est pas de ma faute si Abou t'es pas marié et que ta femme ne te fait pas de cadeaux. Voilà, mariez-vous, vos femmes vont vous faire beaucoup de cadeaux. Voilà. Mais j'espère que tu fais des cadeaux à ton homme. Ouais, je fais des cadeaux, je reçois des cadeaux. Mais pourquoi Abou a pris balle dans cette histoire de chaîne? Mais il n'est pas marié, il est jaloux. Mais est-ce que c'est une histoire de mariage? Daouda, la chaîne. Ben, si c'est pas jalousie, comment tu peux empêcher quelqu'un de porter sa chaîne? Notre petite, non mais c'est vrai, c'est une chaîne. Notre petite anecdote aussi concerne la police, parce que j'ai vu un policier justement parce qu'il y avait un chauffeur taxi un peu zélé, hein, donc il a demandé les pièces et le gars dit non, donc il dit tu t'appelles comment? Le chauffeur taxi s'appelle Abou. Il a pris le papier, il dit « Abou, vas-y, mollo, mollo ». Mais au passage, je tiens à dire vraiment bravo aux policiers de Côte d'Ivoire, à tous les policiers, surtout les gens de l'URC. C'est vrai que souvent, on n'arrive pas à s'entendre, mais vous faites du très bon travail, surtout dans cet Abidjan qui est en chantier et que vous réglez la circulation. Ouais, oui, c'est difficile. Mais franchement, est-ce que j'ai le droit de dire ce qu'est la réalité autour du plateau? Non, faut laisser. Parce que Daouda a fait une rencontre qui a changé sa soirée. En tout cas, ils font la oui, donc, tu vois, surtout que quand le regard est sur toi, ça fait la, beaucoup de la. Voilà. Mais c'est ça, c'est clair. Je fais mon Kevin Aubin. Donc Daouda a fait une rencontre qui a changé sa vie, révolutionné son regard sur la police. On lui a donné quelques petits conseils qu'il a bien compris, je pense. Non, c'est rentré. C'est bien rentré. Où je suis là, quand on parle de la police, il n'y a plus caillou dans mon oreille. Voilà, c'est tout. Ça rentre et ça reste. Ça rentre et ça reste. Bah, effectivement, hein, on ne lira jamais assez le travail abattu par nos forces de police à des heures, mais il y a des heures incroyables. Moi, j'ai vu une patrouille de police dans mon quartier, là-bas où j'habite, là, et je me suis dit, franchement, je suis senti en sécurité. Bravo et surtout, félicitations à la police. Et surtout, bravo à la police recours qui a été lancée par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, M. Vagondo, qui, quand on passe... Général. C'est général? Général. D'accord, le général Vagondo. Et quand on passe un peu partout, franchement, ça nous sécurise, ça nous rassure de rouler à n'importe quelle heure, même si on n'a pas la même sécurité que Genève forcément, mais au moins on est en sécurité en Côte d'Ivoire. De temps en temps, il faut nous les petites visites comme ça. Il dit que... ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Mesdames et messieurs, sur un pas plutôt zougloutique que Félicien Biaou aura préparé, nous allons recevoir celui qui a été par les internautes présenté comme l'un des meilleurs danseurs du pas zougloutique, mesdames et messieurs. Félicien, tu me diras dès que... Allez! Si tu veux pas te faire coquer. Félicien, non, Félicien, je jure que si cette chanson-là, on ne peut pas faire le pas. On ne peut pas faire le pas zougloutique. Même en accéléré. Même en accéléré. Tu sais, les leaders, VDA, voilà. Mais ça là,
Félicien, après, il faut que tu me dises qu'est-ce que tu veux. En fait, quand tu dis pas Zouglou, c'est le... Rihanna, non, fais pas. Non. Non, je veux juste savoir s'il y a que ça. On a fait cette danse ici ensemble. Voilà, les téléspectateurs ont décidé que... Je veux juste savoir s'il y a que ça. Quand on dit pas Zouglou, automatiquement, est-ce qu'on fait... Non, ça, c'est le ballet zougloutique. Ça, c'est le ballet, le pas ok. Zouglou, le Zouglou, c'est autre chose. Tu vois, il y a des gestuels en Zouglou. C'est de l'art. C'est de l'art. C'est la manière de demander Voilà. à Dieu. D'implorer. On implore le Seigneur. Voilà. C'est ça. Et comme Kérizone arrive sur le plateau, parce qu'on aura l'occasion de recevoir donc... Ah tiens, Élisée Boloukou, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs. Non, Élisée, non. Non, Élisée, tu as fait ça. Allez. Ouais. Oh, ça les mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le pas, et André Bois le montre bien, il y a une forme de déhanché qu'il faut avoir. Ouais. Il ne suffit pas juste de faire le truc mécaniquement, il y a un jet d'iré. Bon, ça, Élisée, comment allez-vous? Très bien, Brice. Et toi-même? Voilà. Donc Sa voix même a changé. Oui, non, mais c'est clair. Il y a Chingom dans ses reins. T'es pas sérieux, toi. T'es pas sérieux, toi. Élisée, rien. Vous n'êtes pas sérieux. Merci, Élisée. Mais vous savez, nous qui ne savons pas beaucoup danser, là, franchement, je pense que le pas zougloutique est venu nous sauver. Parce que, tu vois, c'est des mouvements simples, simple en termes de pas en tant que tel, mais la chronologie, quand même, il faut avoir de la suite un peu pour pouvoir suivre la chronologie, sinon quand même... Ah, c'est danse-là, franchement. Ils sont obligés de Alors, on va revenir. Hein, non, mais ils sont obligés de faire ça au moment où il dit que c'est simple. Voilà. S'il vous plaît, voilà les pas. Voilà. Bon, André Bois, Kevin, commentez. Bon, regardez on n'a pas eu le temps de commenter. Bon, regardez Rihanna. Voilà. Il y a un drame là, Rihanna et puis Kevin. Et puis les deux se mettent ensemble en plus. Bon, alors, il y a Mélissa Djedje en vert dans le fond. Vraiment qu'on ne remarque pas trop. Mais attends, Daouda danse goumé ou bien danse quoi? Non, après, Daouda, on va en parler quand même. Il mérite quand même vers la fin qu'on discute un peu de son cas. Mais Daouda, il était bien caché, hein, ça va. Le président, Alas Kobil, voilà, avec son chapeau. Voilà, André, voilà. Non, mais il n'y a rien qui allait dans cette Non, André, c'est un professeur. Mais regardez Kevin, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce garçon? André s'est mis devant comme ça? Et vous êtes tenu la main, tout ça? Elle est allée André comme ça? Oui, c'est un ensemble. Voilà, Isabelle, voilà. Top. La chef chorégraphe, quoi. C'est ça, exactement. Elle a dansé avec Beyoncé. La chef chorégraphe. Allez. Mais il y a un moment, regardez bien vers la fin, André Bois va propulser Daouda, mais c'est comme une fusée. Alors, je ne sais pas à quelle séquence c'est, non, là encore. C'est vers la fin, J'espère qu'on trouvera. C'est vers la fin. Voilà, parce que là, Daouda va venir se mettre devant André. Et là, regardez bien ce qui va se passer. Oh non, on n'est pas dit derrière. Non, mais pourquoi vous repartez derrière Eliane? Eliane se venge, elle se venge. Eliane se venge. Mais Eliane, elle m'aime bien. Eliane, elle est parfaite dans ce pas-là. Voilà. Bon, alors... Voilà, considérée comme l'une des meilleures danseuses, notre chorégraphe en chef sur le plateau, mesdames et messieurs, faites un triomphe pour Isabelle Vavorsi. Allez! Non. Je suis sûr que Isabelle ne viendra jamais si ce n'est pas cette danse-là. Non. Elle a refusé. Oui, Isabelle a refusé de rentrer sur les autres. Voilà, ça par exemple... Ça, c'est devenu maintenant le titre du talk, hein, du grand talk. Oui, justement, on remercie les internautes. Isabelle, faites votre entrée, s'il vous plaît, très chère Isabelle. Voilà. Venez, Isabelle, venez, Isabelle. Il a pris ma place. Hein. C'est ça. Ah, il a pris ma place. Ah oui, Élisée, t'as pris ma place. Donc on va faire. Mais non, tu viens Donc, viens-y, Élisée. Danser et tu viens Tu ici. vas là-bas et puis elle danse. Voilà. Bon, elle a décidé. Le balai, hein. Bon, Galant, tel monsieur Galant n'est pas à ma place en balai. Merci. Alors, qui vous a dit que c'était votre place, Isabelle? C'est la réelle. En fait, elle a décidé... En fait, moi, je regarde un truc là, j'ai pas l'impression que c'est vrai. Hein, non, mais... elle a décidé d'autorité. En fait, sinon... le problème, c'est que vous ne savez pas, Isabelle, quand elle s'assoit, elle veut toujours m'avoir en face d'elle. Parce qu'elle m'aime. Et je l'aime aussi à mourir. Bon, comme on est en direct, je vais pas mettre la honte sur toi, oui, c'est vrai. Même si je sais que tu aimes le dévelu de Brice. Oui, Brice, c'est mon coup de cœur depuis le début, je l'ai dit. Hein, voilà. Et je l'ai assumé surtout, contrairement à vous. Et je rappelle qu'à Noël, tu as refusé de venir manger ma dinde. On peut être rancunier comme ça jusqu'à ce point. Oui. Ah, il a refusé carrément. Il a refusé sur le plateau. Hein, Lui qui demandait qu'on l'invite. Tu as un côté qui vient de quelque part là-bas. Oui.
Un petit Très côté bien. Un petit côté. Daouda, J'avais oublié qu'en fait, ton affaire, là, c'était la soupe du pêcheur. Tu te rappelles de ça? Oui. Ok, bon, allez, c'est notre petit moment. C'est vendredi en tout cas. C'est sur le vendredi, talk, vous ouais, savez, c'est vendredi. vendredi, ça, Au c'est- Grand Talk. Vendredi, on est relax. en Ouais, fait. on se permet quelques petits C'est moments. pour ça que tu as tombé la veste. Oui, les On met vendredis, plus c'est comme les ça. idées en Les place. vendredis, c'est comme ça toujours. Très bien. Bon, allez, il y a Jessica qui est avec nous comme tous les vendredis pour son point. On accueille Jessica, s'il vous plaît. Pas sur le pas Je ne vous ferai pas l'injure, Jessica, de vous demander est-ce que vous savez faire ce pas zougloutique. Parce qu'on ne vous avait pas dans la grande Corée. Ça va, de temps en temps, il vous arrive d'effectuer des Bonsoir pas Brice, Bonsoir, vous allez bien? ça va. Bon, moi, je suis nulle, j'y arrive pas. Ok, On a beau me montrer, mais c'est dur, j'y Ouais. arrive pas. c'est clair. c'est Ouais, clair. je sais pas si Mais un tu n'es jour, pas seul. peut-être jusqu'en T'as fin déjà pas mis. 2023, il y aura un miracle dans ma vie. Je vais m'y atteler personnellement. On va s'entraîner Bon, ensemble. là, on note maintenant que ça fait 4. Ça fait 4 personnes. Il y a qui? 2 à ma droite, voilà, un absent, et puis une juste en face de moi. Ah, mais c'est super, donc les cours de danse, j'espère que c'est gratuit ou bien? Oui, On bien les sûr. paiera collectivement. t'inquiète. Ok, moi ça me va, c'est super. C'est clair. Je suis preneuse. On va commencer au plan national. Oui, c'est bien cela. Tu l'as dit à l'entame de l'émission, le vendredi, la pression redescend. Du coup, mon top 1 de ce soir parle de sport. Très bonne nouvelle pour le corps arbitral ivoirien. 2 ans après avoir été suspendu par la Confédération africaine de football depuis 2018 pour corruption, l'arbitre Koulibaly Abou et l'arbitre assistant Tambarus font leur retour sur la liste des arbitres internationaux FIFA publiée hier seulement. Mieux encore, sur la liste figure également une nouvelle recrue en la personne de Kokora, Hugues Modeste Richard. Ce dernier a été intégré par l'élite arbitrale en ce début d'année. Ce sont au total 7 arbitres masculins et 2 arbitres féminins qui représentent la Côte d'Ivoire au niveau de la FIFA. Et nous, on adore. C'est une bonne nouvelle, une très très bonne nouvelle, le retour Oui. de nos arbitres sur les terrains. Et la deuxième information à l'international. C'est bien cela. Mon point 2, c'est un scandale. Scandale au palais de Buckingham. Des extraits des mémoires du prince Harry, dont la publication est prévue pour janvier 2023, ont fuité. Plusieurs médias ont obtenu une copie de l'ouvrage après que des librairies espagnoles l'aient mis en vente par erreur. Après 2 mois après la diffusion du documentaire sur Netflix du prince Harry et son épouse Meghan Markle, il fait des révélations accablantes, entre autres d'une violente altercation entre lui et son frère Williams, de sa consommation de cocaïne et de son opposition au remariage de son père, le roi Charles III. La principale révélation est que Harry accuse son frère Williams, héritier du trône, de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019 concernant Meghan qu'Harry a épousée 1 an auparavant. Depuis lors, ils sont tellement en tension qu'on se demande si Harry va participer au couronnement de son père. Petit disclaimer, Harry et son épouse Meghan Markle ont décidé de s'éloigner de la monarchie parce qu'ils disent qu'ils y étaient persécutés. Mais depuis qu'ils l'ont fait, ils ne lâchent pas la monarchie. Tous les jours, ils sont en train de faire des polémiques et des clashs. Comme dirait l'Ivoirien, tu n'aimes pas, mais tu laisses pas. Ou bien, c'est mélangé. En tout cas, c'est une affaire à suivre et nous, on adore. Bravo Jessica, bravo. On aime bien le... Tu n'aimes pas, tu laisses Tu pas. laisses pas. Dama, Tu tu n'aimes laisses pas, pas mais tu laisses pas. Tous les jours, on apprend qu'il y a de nouveaux scandales. Bon, apparemment, ils font beaucoup de blé, donc quand il y a l'argent, très souvent, on est très silencieux. Hein. Ouais, en tout cas, une chose est certaine, moi, je comprends la situation. Pour avoir regardé et cherché à comprendre la vie à Buckingham, quand tu regardes comment... Oui, parce que comment est-ce que la reine est venue au pouvoir, c'est parce que justement le frère du roi ne pouvait pas venir forcément au pouvoir. Parce que quand tu regardes la ligne de succession, vraiment, il était vraiment loin de venir au pouvoir. Et c'est le même cas que Harry vit aujourd'hui avec la situation de son frère qui aujourd'hui a des enfants. Donc quand on regarde la lignée, franchement, le temps que ça arrive à son niveau, ça sera vraiment compliqué. Et donc je peux comprendre aisément la situation d'Harry qui aujourd'hui se met en couple avec Meghan Markle. C'est vrai que en même temps, comme tu le disais, écrire un livre, sortir un documentaire sur Netflix, ça se comprend aisément dans la mesure où ça fait vendre comment on appelle ça, en Angleterre. Donc moi, sincèrement, je veux dire, je les comprends. Parce qu'à un moment donné, dès l'instant qu'il n'est plus dans la lignée royale, qu'il a laissé sa lignée de succession,
forcément, on lui a coupé beaucoup de biens. Donc, il faut bien qu'il vive à un moment donné. Apparemment, mon grand frère Daouda est plus intéressé que moi par ce Mais gars. vraiment, moi, ma petite question. Il On était tous sidérés sur le plateau. Mais ce qui est extraordinaire, même franchement, Il a non. sorti les organes. Daouda va me l'expliquer après à dehors du plateau parce que j'ai rien compris. Il a rien compris. En tout cas, c'est sur ces mots que je vais vous dire au revoir. Excellente émission, bon week-end et puis à lundi. Bon vendredi. Merci. Allez, bye. Merci. Ne me dites pas merci. Hein. Merci Daouda. Merci Daouda. Merci, Daouda. Merci beaucoup Daouda. Merci, Merci. Daouda. Merci. On parlait de sujet 1, notre point 1, justement, concerne la chorégraphie, concerne Serge Beno. On l'a lu hein, sur Qui a les dansé réseaux. comme moi Pardon? Qui a dansé comme moi? Non, qui a des pas de danse qui sont assez critiqués. Très endiablé. Ouais. Daouda? Oui, moi, je n'ai pas lu l'article, mais j'ai plutôt vu la vidéo sur son compte Facebook où il expliquait qu'il a créé beaucoup de concepts. Chaque fois qu'il crée des concepts viennent avec il fait sortir une chanson. La chanson vient avec une danse, un concept. Il a chanté, c'est dosé. Il a dansé avec les pieds. Les gens se sont plaints. Après, je ne vais pas dire le... C'était pas qu'avec les pieds aussi. Voilà, il dit qu'il a mis ça au niveau des reins. Je ne vais pas dire le mot clairement. Voilà, il dit les gens sont pleins. Il dit désormais, sûrement, il va danser avec le nez ou la bouche. C'est-à-dire que sans les gens vont se plaindre en gros. Voilà. Donc, il estime qu'aujourd'hui, c'est assez compliqué pour lui. Comment est-ce qu'il va faire? Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la danse ou le concept qui sort, les gens s'en plaignent. Voilà. Donc, en gros, c'est ce qu'il a déclaré dans son live Facebook, en tout cas. Très bien. Il disait, je vous vois en grande réflexion, parce que vous êtes en train de revoir... Non, moi je pense bon, j'ai lu les propos de Serge Beno. C'est vrai que je ne suis pas très people, mais je me dis quelque part, moi c'est peut-être à titre de conseil plutôt que je vais m'adresser à Serge Beno. C'est vrai qu'il peut peut-être estimer que les gens sont en train de s'en prendre à lui par rapport aux pas de danse, mais en même temps qu'il se rappelle aussi qu'il est créateur de plusieurs pas de danse sur lesquels les gens ont dansé et à aucun moment les gens ne l'ont critiqué aussi dessus. Il a fait des chorégraphies ici et aujourd'hui, il reste l'un des meilleurs chorégraphes en termes de coupé décalé en Côte d'Ivoire, ça tout le monde le sait. Il a fait sortir des pas de danse, les gens ont acclamé. Donc si aujourd'hui, les gens, certains Ivoiriens, une grande partie des Ivoiriens estiment que ce pas est un peu osé, je pense que c'est à lui de prendre de rentrer en lui-même et puis comprendre que aujourd'hui les fans qui hier l'ont adulé, l'ont acclamé, estiment qu'aujourd'hui ils sont heurtés parce qu'il fait. C'est faire preuve d'un peu d'humilité et puis changer. Il est créatif, donc il peut créer d'autres pas encore. Il ne faut pas qu'il voie en ça une récrimination ou bien en fait des plaintes qui n'ont pas vraiment de sens. Quoi. Vous savez, quand vous êtes artiste, hein, vous avez des bébés. Hein. Chaque fois que vous créez quelque chose, c'est comme des bébés. À un moment donné, on peut vous dire que votre bébé n'est pas beau. Vous ne le prenez pas forcément parce que tout est une question de perception. Lui, certainement, en imaginant cette choré, il n'est pas allé dans la perception que certaines personnes ont pu avoir, l'interprétation qu'on a pu avoir de cette choré. Et donc, non, moi je ne suis pas d'accord avec ce que Élisée dit. C'est un créateur, il fait son concept. Quand on dit les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec ce qu'il a lancé, je me demande le nombre d'Ivoiriens en fait qui s'en plaignent. Mais c'est lui-même qui a publié sur sa page. Non, donc, je dis pas donc non. s'il parle sur sa page, c'est parce que certainement les gens ont dit, non, entendu. Élisée, tu t'es exprimé, je peux. Oui, mais, Voilà, oui, mais en fait, je fais évoluer le débat en fait. Oui, non, mais il a reçu certains commentaires. C'est vrai qu'il l'a répondu, mais ça ne veut pas dire que c'est la majorité des Ivoiriens qui le pensent. On a vu des danses ici comme le Mapuka, etc. Ça a été décrit aussi. Ça a été décrit, mais aujourd'hui, ça ressort avec le Zamblé de José. Zamblément de José. Personne n'en parle. Et qui est décrit aussi par d'autres. Non, c'est pas décrié par autant que ça. Non, arrête. Bon, en fait, moi, ce que on a bien compris. Isabelle, vous, votre point de vue, c'est que c'est une... C'est un créateur, il fait sortir son concept, on l'aime ou on l'aime pas, mais voilà, quoi. Si tu n'aimes pas, tu n'écoutes pas, tu regardes pas. Si tu aimes, tu apprécies, et puis tu danses dessus, quoi. J'ai vu le live, personnellement, ce que je pense, je veux dire, les gens se plaignent pour vraiment peu. Et les gens aiment souvent s'ériger en moralisateur de la vie publique. Pendant que les mêmes personnes qui se plaignent aujourd'hui, ils vont sur des chaînes de télévision qui sont axées musique, où on voit des gens twerker clairement. Vraiment, la scène est tellement osée, on ne s'en plaint pas. À un moment donné, je veux dire, il faut arrêter avec cette hypocrisie ambiante. Cette danse qu'il fait, quelles que soient les danses que nous avons en Côte d'Ivoire ici, ça fait partie de notre héritage culturel. Partons en pays lobby. En pays lobby, les gens dansent avec quoi? Ils dansent avec les seins, les seins pour les hommes. Mais les femmes, elles dansent en même temps avec les seins et le bassin.
Et donc, du coup, même quand tu regardes le Goumbé, quelles que soient les danses, le nombre de danses qui viennent dans notre héritage culturel aujourd'hui, ça a forcément... ça va dans la sensualité, en fait. Donc, à un moment donné, je veux dire, il faut qu'on arrête avec cela. Même la samba, c'est de la sensualité. Tout dépend de Non. l'interprétation De que tu l'interprétation. en fais. Très bien, donc je vous pose le la Rihanna, je ne l'ai pas entendu. Après, Élisée, vous aurez la parole. Bah, déjà, moi, je trouve que c'est un peu différent quand même. Quand on Oui, prend moi, je les trouve danses traditionnelles et les danses Beaucoup différents, même pas un peu. contemporaines, Beaucoup différents. donc qui évoluent aujourd'hui dans les secteurs du coupé-décalé. Après, moi, je partage un peu l'avis d'Isabelle en disant que c'est un créateur de contenu. Il crée le contenu comme il le sent, comme la musique évolue. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, je veux dire, quand on parle par exemple de PA, Mouvement des Petits, il y a une danse aussi qui met en exergue les reins et les fesses. Donc malheureusement, si ça choque, comme moi j'aime bien dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Si ça choque, c'est que ça a été envoyé d'une certaine façon. Et c'est là où peut-être il devrait se demander qu'est-ce qui a fait la différence entre lui et toutes les personnes aussi qui dansent Parce que avec leurs fesses. sur le deuxième concept qu'on évoque, là, le tout dernier qui est sorti, il y a même un mot qui accompagne. Oui, voilà, c'est là où Non, je pense qu'il y a une sur le point de Serge Benoît. Benoît. Le dire, mais Non, mais sur le point de Serge Voilà. Benoît, sur le point de Serge Benoît, je pense qu'il y a eu une succession de danses, notamment sur les réseaux sociaux, où il mettait, parce qu'en dehors des clips qu'il fait, il fait des mini-vidéos qu'il poste sur les réseaux sociaux et qui sont virales, où vraiment il met en exergue, j'ai envie de dire, ses fesses, ses reins et tout ça. Après, bon, il s'est laissé aller dans une euphorie qui est commune sur les réseaux sociaux, où tout le monde danse comme ça, mais après, si ça a choqué certains, il serait peut-être judicieux de se dire que si ça a Non, mais après Serge Benoît, chose, de ce qu'on lit, il dit je suis maintenant désemparé. C'est pas qu'il soit oui, mais profondément... justement, c'est là où il ne doit pas envoyer le truc aussi. C'est pas une question d'être désemparé. Oui, voilà. bon, mais Non, moi j'ai regardé la vidéo quand même. C'est vrai qu'il disait c'est compliqué, il est désemparé, comme tu le dis. Mais quand tu regardes, comme ce que tu aimes, le mot que tu aimes, c'est le body language, il en riait en fait, lui-même personnellement. Non, mais Serge, en plus, c'est un petit provocateur quand même, dans le fond. Voilà. Donc, à la limite, il explique. Alors, certains sont dans les commentaires allés même jusqu'à évoquer sa sexualité, due aux danses et à la manière dont les danses avaient été faites. Et je pense que c'est ce qui l'a fait réagir, parce que ce n'est pas la première fois que Serge Benoît sort un concept ou qu'il sort une danse qui est critiquée, où il y a quand même un petit buzz et tout ça, mais il n'a jamais réagi de cette façon, en fait. Et je pense que ce qui a joué, c'est vraiment le fait que ça s'apparente à... Parce que moi, en même temps, j'ai regardé la chanson, j'ai écouté la chanson de Peu Arafat DJ, où il disait m'appelant quand on regarde la scène, c'est choquant. Mais bon, voilà, ça n'a pas créé autant de mots. C'est tout aussi choquant. Voilà. Ça a été critiqué aussi, je crois. C'est ce que je m'apprêtais juste à dire. C'est le droit de Serge Benoît de créer tout ce qui lui passe par la tête, tout ce qu'il pense. C'est aussi le droit de certains Ivoiriens d'estimer que ça leur heurte. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne. Ça, il faut que tout le monde aussi le comprenne. Personne n'est moralisateur. Chacun a son éducation, chacun a ce qu'il apprécie, ce qu'il n'apprécie pas. Sinon, on n'est pas dans une logique d'être des conceptos moralistes. Mais si moi, j'estime pour ma part que ce qui est en train d'être fait heurte ma sensibilité, heurte mon éducation, mais c'est mon droit le plus absolu de le dire. Il a fait plusieurs danses. Est-ce que Serge Benoît est venu une fois dire qu'on l'a interpellé sur les histoires de danse? C'est aujourd'hui qu'il est en train d'en parler. C'est-à-dire lui-même, quelque part, il a reçu le retour. Donc, il a eu un retour. Donc, on peut pas minimiser ça. On ne peut pas faire croire que c'est absolument rien. Si lui-même en parle. Et puis lui-même n'est pas de nature à minimiser les choses. Je crois qu'il en parle aujourd'hui. Sauf qu'il se pose des questions. On va mettre ça sur l'interrogation pour dire, bon, je ne sais pas, le prochain concept, est-ce que c'est avec le nez, est-ce que c'est la danse? Peut-être qu'il faut qu'il répertorie déjà les gens qui se sont plaints. Et puis il a dit, bon, je sors un prochain morceau. Proposez-moi des pas. Et puis les gens ont dit, bon, voilà, il ne faut plus faire ça. En même temps, Isabelle a une nuance en disant, bon, c'est vrai qu'il y a un groupe qui se plaint, mais il y a un groupe qui danse ça aussi. Donc, bon. Après, c'est l'art, c'est l'art. Oui, c'est ça. Moi, je mets ça sur le compte de la vie d'un artiste. C'est ça, c'est fait parfois de critiques et de buzz. Et puis, c'est ça qui fait vivre l'artiste. Là, on est en train de parler de Serge Benoît, alors qu'on ne l'avait pas fait depuis un bon moment. On est bien placé pour dire que même nous... Peut-être que sa sortie aussi est faite à dessein. Est faite pour choquer. Ben oui, non, mais Serge Benoît, c'est... Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je les invite à aller voir la vidéo. Il est assez de bonheur, assez à l'aise, il en parle, il rigole même. Il dit peut-être que, bon, c'est avec les nez qu'on va danser. En fait, il est un peu sarcastique dedans. J'avoue que, pour aller dans ton sens, je pense qu'il n'a pas fait ça dans le vide. Mais Serge Benoît, c'est un créateur. On ne dit pas créateur, il créateur. Bon, allez, on dit bon, bonsoir à Serge. En plus, pour le connaître, c'est un garçon assez... c'est un beau garçon. On aimerait bien l'avoir aussi sur le plateau du Très, très bien. Je pense que je vais pouvoir arranger ça. Un bon vendredi. Et puis on va faire quelques pas de danse.
Elle-même rigole, tu sais. Elle aussi, elle est un peu provocatrice, Isabelle. Il faut la connaître, Isabelle. Je sens que tu as envie de danser, c'est On est dosé là. vendredi, ouais. Voilà, c'est vendredi, c'est dosé. C'est dosé, c'est dosé, c'est dosé. Et c'est surtout le kiaï qui va avec. Élysée. Non, en fait, moi, c'est pas mon Non, monde. Élysée, ça va, non. Franchement, je ne sais pas trop. Hein. On Non, est mais pas Élysée- dans mon monde, en fait. Donc, je Oui, sais non, pas, mais franchement, on je sait que vous maîtrise faites. pas trop, Voilà, non. Oui, maîtrise non, pas mais trop Élysée, on les va concepts, détruire le ouais. bouton ce vendredi. Le premier. Bon, on Élysée, va- Non, il reste. Élysée, restez Non, serein. non, ouais. Restez serein. Nous, on vous aime Allez, on comme ça. t'adore. Oui. C'est une tradition des anciens. Voilà. Nous, les anciens, on sait On pourquoi mettre le comprend, dernier on comprend, bouton. on Voilà. comprend. Seuls les initiés Mais comprennent. Seuls les initiés. Bon, les amis, on évolue. Hein. Notre info du jour, hein, ce sont les forces armées de Côte d'Ivoire, toujours déterminées à garantir la défense du territoire national. C'est une bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Ça rassure, Élysée Boloubeu. Mais c'est le contraire, même. En fait, c'est ça. Moi, je voulais dire encore heureux. Mais voilà, mais c'est le contraire, mais qui nous aurait tous surpris. En fait, disons, des propos du chef d'état-major général, le général Lassana Doumbia, qui, pendant les présentations de vœux, a réitéré encore l'engagement des forces de défense à assumer pleinement leurs responsabilités, hein, notamment sur la question du terrorisme. En tout cas, il a tenu à rassurer et le président de la République, mais l'ensemble même des Ivoiriens, que les forces étaient en alerte et qu'elles faisaient bien leur travail et qu'elles étaient déterminées à aller, en tout cas, à combattre le terrorisme, les menaces terroristes. Et ça, c'est déjà bon pour un leader de le dire. Je pense que ça booste le moral des troupes, mais ça rassure aussi les populations de ce que, effectivement, nos forces ne sont pas, disons en quelque sorte, ignorantes de la menace qui plane, ne sont pas ignorantes de leur devoir. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. C'est déjà une bonne chose, mais je pense qu'à ce niveau aussi, ben, celui à qui il parlait, le chef de l'État, il ne pouvait pas dire autre chose dans la mesure où il a contribué à équiper, en tout cas, les forces armées, à donner les moyens aux forces armées de Côte d'Ivoire pour que celles-ci puissent voilà, assumer pleinement leur rôle, assumer pleinement leur devoir régalien. Donc, je pense que c'était tout naturel qu'il intervienne ainsi. En tout cas, c'est une bonne initiative dans la mesure où il les a permis de faire des entraînements au niveau je pense, du centre avec le mot que tu aimes bien, Betra B2, et il a même fait venir des experts au niveau international, sous-régional pour renforcer aussi leur capacité en matière de lutte contre l'antiterrorisme. Quand tu sais très bien qu'aujourd'hui, 3 des pays qui nous entourent sont enclins aujourd'hui au terrorisme, je pense que c'est une très bonne chose et cela doit continuer en fait pour la sécurité des biens et des personnes en Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'est pas en marge de cette situation-là. Non, mais je vous disais tout à l'heure que ça rassure, hein, parce que je crois que même dans certains pays, lors des fêtes d'indépendance, de la célébration d'indépendance, on fait une petite démonstration de force comme ça. On sort un peu l'artillerie, le matériel, pour dire aux ennemis, l'artillerie, merci beaucoup Maï, on fait sortir l'artillerie lourde pour dire aux autres, allez, on est là, on est en mouvement. Donc quand on voit qu'il y a des mouvements comme ça, des forces de sécurité, et qu'elles produisent des communiqués, elles nous rassurent, je pense que c'est une très très bonne nouvelle. Je disais, ça rassure. Oui, ça rassure beaucoup, l'objectif de ça l'opération. Très très bien. On marque une courte pause avant qu'on soit dans le Bédramé 2. Notre invité, justement, on parle avec lui de sécurité sanitaire. Hein. C'est le directeur général de la PISAM qu'on reçoit juste après une courte pause. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élysée Boloubeu. Voilà, donc il y a quand même quelqu'un qui défend un certain nombre de choses sur ce plateau. En compagnie de Daouda Koulibaly, Sa Majesté. Voilà, quelqu'un quand même qui a décidé que le vendredi a besoin d'être célébré, qui défend justement les cadeaux offerts par sa femme. Bravo. Donc nos amitiés à l'épouse de Daouda. Tu vois la chaîne? Non. D'accord. Ah, la chaîne est là. La chaîne est là. Tu as gardé la chaîne? Je l'ai gardée. Ils ont refusé que Daouda. Il n'a pas laissé la chaîne dans la loge. Il est venu avec ça. Symboliquement, on devrait la montrer. Non, Ouais, montrer. Ah, quand même, ma chaîne, quelle caméra? Montrer la chaîne. C'est Voilà, un la nom chaîne qui lui a plaqué, été- c'est pas du non, jeu. Daouda, ils ont bien fait. Non, Daouda, non. Laissez ma chaîne en Non, or. non, Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça? Non, partout, mais pas La ici. dernière personne que j'ai vue qui portait, non. vous savez, Mr. T portait des chaînes. Apparemment, Daoud avait planifié tout son look. Hein. Il a une jaquette, il a vu la chaîne dessus. Ça, la mais casquette. ça m'étonnait parce que vraiment jamais Abou il va te dire oui enlève ta Non, chaîne si ou tout le bien monde enlève on ton dit ça, truc. on dit ça à Abou. C'est à C'est à cause du micro en fait. C'est à cause du micro. C'est pas pour des questions d'esthétique, c'était C'est à juste cause des du questions micro. techniques. Voilà. Parce que la chaîne de Daouda arrivait sur son micro. Et donc il a Voilà. gardé. Donc il a gardé, il dit la chaîne sera ma comme de côté. Que la parole ne s'éloigne jamais de toi. Que la chaîne. Merci, Ryan est avec nous. Isabelle est avec nous.
Coucou, Yes. voilà, coucou Isabelle. Grande danseuse devant l'éternel, elle a bien confirmé. Oh là là, non. Parce que vous avez souhaité Chef quand même chorégraphe. faire du- Devant voilà. l'éternel et les Bon, nations. allez les amis, nous sommes très heureux de recevoir sur notre plateau Monsieur Eric Guibaud. Monsieur Eric Guibaud est président directeur général de la Polyclinique internationale Sainte-Anne-Marie, la PISAM. Bonsoir Monsieur le président Bonsoir, directeur Brice. général, comment allez-vous? Très bien, merci. Allez, content de vous recevoir. Bonne année. Merci, vous aussi. Merci. On va dire mes quoi, vœux. des vœux de santé. De santé. Surtout, ouais. Hein, s'il y a une Faut chose pas qu'on qu'on arrive veut à la faire l'année PISAM. prochaine, allez voir un médecin. Ça, c'est mon vœu pour vous. Non mais justement, ça peut paraître un tout petit peu... comment Non, je peux pas dire aller, voir parce paradoxal. pas aller voir parce qu'on est malade, mais aller voir pour faire le check-up. En fait. Et c'est ça Exactement. justement, et c'est un peu l'objectif de Exactement. votre présence sur le plateau, expliquer aux gens qu'il ne faut pas toujours attendre que son véhicule, parce qu'on prend l'exemple du véhicule, que son véhicule tombe en panne avant d'aller voir le véhicule. Il faut Exactement. aller vérifier que tout se passe bien, faire des visites, Des des révisions. Exactement. Alors, monsieur le président directeur général, ça fait quoi, on va dire plus de 30 ans que la PISAM La existe? PISAM a été inaugurée en 1985, donc ça fait 37 ans, 38 ans cette année 38 ans. c'est- que la PISAM existe. Comment se porte la PISAM? J'ai choisi un jeu de mots. Comment Oui. se porte la La PISAM? PISAM se porte très bien. Se porte très bien. Je veux dire, on a entamé un vaste programme de rééquipement, de rénovation de l'hôpital. Donc la PISAM se porte très très bien, vraiment. Ça. Parce que j'avoue que vous êtes passé un peu par une période où il y avait certaines récriminations à propos du lustre d'antan qui n'était plus là. Mais je crois que vous avez entendu ces paroles des uns et des autres. Et justement, c'est dans ce cadre-là que vous avez entamé ce que vous nous avez présenté tout à l'heure, ce vaste programme-là. Et on est content de retrouver une PISAM qui rayonne. C'est ça, Ouais, merci. Et merci surtout que beaucoup. c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on a assisté quand même à une flambée, sinon une montée du nombre de centres de santé, notamment dans le privé. Comment est-ce que la PISAM a vécu ces moments-là? Parce que c'est vrai que c'est venu à un moment où la PISAM était aussi jugée un peu caduque, on avait l'impression que la PISAM ne faisait plus trop d'efforts. Et puis là, tout d'un coup, on a vu la PISAM sous un nouveau jour. Qu'est-ce qui s'est Vous passé? suivez bien l'actualité, ça je peux vous dire. Un Vous tout petit suivez peu, oui. l'actualité, franchement. En fait, je vais vous dire, je vais vous révéler quelque chose. En 2014, quand je reprends les rênes de la PISAM, j'annonce à tout le monde qu'on va lever 30 millions d'euros pour réhabiliter la PISAM. Et tout le monde dit il est fou. Tout le monde dit il est fou. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde dit il est fou, mais certains suivent. Vous allez voir qu'en 2017, en 2018, Les il y résultats suivent. en a qui viennent, qui sortent de terre avec de nouvelles cliniques de bonne qualité. Et de gros De investissements. gros surtout. investissements. Et nous aussi, on a suivi. Ce n'était pas un rêve de fou quand je disais 30 millions d'euros. On a suivi, on a commencé nos travaux. Ça a pris un peu de temps parce qu'on a un hôpital qui était en fonctionnement. Donc ça a pris le temps qu'il fallait. Mais on a sorti quelque chose de bien. Alors, pour revenir à une question beaucoup plus technique aujourd'hui, qu'est-ce qui place la PISAM aujourd'hui au rang d'une des plus grandes polycliniques d'Afrique? Plusieurs choses. La capacité de l'hôpital. On a un hôpital qui a une capacité nominale de 200 lits. C'est la plus grosse capacité nominale en Afrique de l'Ouest. Hein. Vous allez au Sénégal, vous allez ailleurs, il n'y a pas d'hôpital privé de cette taille-là. Les blocs opératoires que l'on a, on a 5 blocs opératoires, c'est une capacité qui est non négligeable. On a un héliport. Je veux dire, il y a des hôpitaux publics qui n'ont pas d'héliport. On a un héliport qui est certifié par l'ANAC. Ça veut dire qu'avec toutes les normes de sécurité qu'il faut pour qu'un hélicoptère atterrisse. Donc, je veux dire. D'évacuation. Et puis, en termes d'équipement, vraiment, on s'est mis au top. Je veux dire, aujourd'hui, tout ce qui nous manque, c'est la radiothérapie. Sinon, vraiment, on s'est mis à niveau. Bon, je ne parlerai pas des soins de spécialité comme le robot chirurgical. Bon, ça, c'est des niveaux qui sont encore trop élevés pour nous, je dirais, aujourd'hui, vu l'écosystème dans lequel on opère. Mais vraiment, on s'est mis dans un niveau qui est acceptable. Je veux dire, il y a des médecins de l'hôpital américain qui sont venus faire des pitchs ici, qui sont venus consulter, qui sont venus faire des opérations. Ils ont vu nos équipements. Il y a des équipements qu'ils n'avaient pas chez eux. Et c'est là qu'Isabelle, certainement, va nous parler de... Alors en fait, moi, ma question va s'orienter sur 2020. On est face à une crise mondiale, une maladie Une crise qu'on n'avait sanitaire. jamais vue en fait auparavant, la Covid-19. Ouais. Comment est-ce que vous avez réussi en fait à gérer cette crise sanitaire? Il y a eu au niveau plusieurs de la phases. PISAM? Vraiment, il y a eu plusieurs phases. Franchement, cette épidémie a fait peur à tout le monde. À tout le monde. Au début, on s'est dit, attention, il faut fermer les portes, il ne faut pas que les gens rentrent ici, il faut qu'ils aillent directement au CHU de Treichville, où ils sont équipés pour recevoir ce genre de patients. Et on s'est dit, non mais attention, on est un hôpital de renom, on est dans le top tiers des hôpitaux privés en Côte d'Ivoire. On ne peut pas se défiler, on ne peut pas Ce dire... sera un désaveu. Voilà, on ne peut pas dire que non, on ne prend pas en charge ces patients. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est réunis avec l'équipe médicale.
et avec les autorités publiques aussi, on s'est dit, OK, nous, on est prêts à recevoir des patients Covid. On a fait des aménagements qu'il fallait dans l'hôpital. L'hôpital étant suffisamment grand, on a pu réserver une aile entière pour accueillir les patients Covid. Mais bien sûr, il y a eu des moments où ça n'a pas suffi. Ça, il faut se dire la vérité. On avait une vingtaine de lits. Il y a eu des moments où ça n'a pas suffi. Des patients attendaient aux urgences le temps qu'un lit se libère, qu'on puisse faire entrer un patient. C'était la situation qu'on a vécue à un moment. Après, c'est une crise qui a surpris vraiment tout le monde. Aujourd'hui, Aujourd'hui, il est indéniable, hein, en tout cas pour ceux qui ont suivi un peu, comme vous l'avez dit depuis 2014, moi j'ai suivi un peu quand même. Je suis d'ailleurs très ravi de retrouver le PDG. On a vu que vous avez fait beaucoup de réformes au niveau de la PISA. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces réformes, parlant de l'hélistation, les liports, parlant de ces robotiques que vous avez mis dans l'éducation, est-ce qu'aujourd'hui, la PISA est accessible aux citoyens lambda? On a l'impression que c'est un hôpital élitiste, un hôpital de luxe. C'est une erreur, c'est une grosse erreur. Parce que les tarifs, il faut savoir que les tarifs dans les cliniques privées sont homologués. Ok. Les tarifs sont homologués, c'est-à-dire tout le monde a le même tarif. Vous allez voir un spécialiste, la consultation c'est 17 500. Toutes les consultations, c'est 17 500 à la PISA pour les spécialistes, à part certains qui sont très demandés, qui sont à 20 000. La consultation généraliste, elle est à 15 000. Non. Mais nous, on a toujours pensé que se soigner à la PISA, c'était un luxe, c'était un hôpital de bourgeois, de riches. C'est l'image que les gens ont, mais ce n'est pas le cas. Souvent, je vous assure, des gens sont surpris de voir leurs factures. Ceux qui pensent comme vous, quand ils sortent, ils viennent dans mon bureau, je dis, mais c'est ce que j'ai à payer? Je dis, oui, mais... Mais qu'est-ce qui a installé, selon vous, vous avez certainement mené des études, qu'est-ce qui a installé cette idée-là dans la tête de certaines personnes? C'était parce que l'hôpital était fréquenté par... Je pense que ça date du président Houphouët-Boigny. Je pense que le président Houphouët-Boigny, au début, avait voulu d'un hôpital de renom en Côte d'Ivoire. Donc en 1985, quand on ouvrait la PISAM, c'était vraiment l'hôpital de renom et toutes les autorités étrangères et nationales venaient à la PISAM. Donc les gens se sont... Et c'est vrai qu'à un moment, la PISAM avait un prix, un price point qui était un peu plus élevé que les autres, en 85-90. Mais ça, en 2014, quand je suis arrivé, j'ai remis tout d'équerre. J'ai dit non, il ne faut pas qu'on sorte du marché. Je veux dire, nous, il faut qu'on se différencie par la qualité de nos prestations, pas par le prix. Donc aujourd'hui, on s'est remis d'équerre et en 2017, on a eu l'année la plus florissante de la PISAM. On a eu un record de patients qui sont venus à la PISAM. Bon, je voulais juste revenir un peu en arrière parce que je sais qu'il y a quelques années, il y a un assureur qui a mis ses pieds dans le domaine des cliniques privées. Je pense qu'ils ont essayé de racheter à gauche, à droite certaines cliniques. Comment est-ce que vous, en tant que tout jeune directeur qui hérite un peu de la PISAM, de par son père, comment est-ce que vous faites pour échapper à cette OPA? Ouais, c'était la volonté de continuer l'œuvre de mon père. Franchement, c'est ça qui m'a guidé. Quand mon père est décédé, il avait un projet. Le projet PISAM 2.0, c'est le projet de mon père que j'ai déroulé. Il fallait lever des fonds et c'est ce que j'ai réussi à faire pour vraiment dérouler ce projet-là. Donc, c'est ça qui m'a guidé. Donc, vraiment, quand l'assurance en question venait, je ne vais pas dire le nom de l'assurance. Pour nous dire, on veut prendre ton établissement, moi, je me dis non, ce n'est pas le moment. J'ai une vision, je veux dire, j'ai un challenge, je veux ramener la PISAM où elle était avant. C'est ça. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais poser aujourd'hui, après cette histoire de l'assureur, aujourd'hui, je vais prendre le nom de l'hôpital mère-enfant, qui a un service social, parce que lui parlait de hôpital élitiste, tout et tout. Est-ce qu'à la PISAM, il y a un service social pour s'occuper des plus démunis? Il n'y a pas de service social, mais je vous assure qu'on fait beaucoup de social. On en fait beaucoup. Il arrive que des gens se retrouvent à la PISAM en pensant arriver au CHU de Cocody. Ça nous est arrivé il y a 2 ans. Elle a dit au taxi, amène-moi au CHU de Cocody. Le taxi l'a amené à la PISAM. On a opéré la dame. Elle dit non, moi je ne voulais pas venir ici. Mais vous ne pouvez rien faire. Vous voyez? Et il n'y a pas longtemps, en fait, pour essayer de mettre... Ça, c'est les choses qu'on faisait de façon ad hoc. Pour essayer de mettre un peu de forme dans tout ça, on a fait récemment, je ne sais pas si vous étiez au courant, on a fait la journée du patient. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais pendant la journée du patient, il y avait des consultations gratuites d'une dizaine de spécialités.
On a fait à peu près 150 consultations gratuites pour les moins nantis. Il faut rappeler que vous êtes un établissement privé. Je peux me tromper pour aller à la PISAM, dans un taxi. Alors, je voudrais revenir un peu sur cette infrastructure que vous avez réalisée, qui a eu la certification de la Sodexam, les stations. Oui. Aujourd'hui, combien de personnes, qu'est-ce qui a motivé la mise en place de cette station-là? Est-ce que ce n'est pas un peu pour le fun? Parce qu'aujourd'hui, quelles sont les statistiques dont on dispose qui montrent qu'il y a des malades qui sont évacués par hélicoptère? C'est combien en fait dans le pays? J'adore votre émission, je l'adore. Vous posez des questions super pertinentes. C'est un rêve. C'est un rêve. Comme on a commencé au début, en 2014, en rêvant, j'ai continué à rêver. Parce que l'évacuation héliportée, c'est l'évacuation la plus rapide qui existe. Et ça, il faut que les gens le sachent. C'est l'évacuation la plus rapide qui existe. Et donc, moi, mon rêve, c'est quoi? C'est qu'on arrive à ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'ambulance qui est le moyen le plus rapide pour arriver à l'hôpital. Ce n'est pas l'ambulance. Vous verrez en Europe, quand il y a des évacuations urgentes à faire, vous allez voir qu'il y a un hélicoptère qui s'est posé quelque part, qui a pris le patient, qui l'a amené dans un CHU tout de suite. Et moi, c'est ça mon rêve. Je veux que tout le monde sache que l'évacuation héliportée est l'évacuation la plus rapide qui existe. Et je veux pouvoir le démocratiser. Je veux déjà que l'information passe. Je veux que les gens sachent combien ça coûte. Si je suis à Sini et que j'ai un problème et que je veux venir à la PISAM en hélicoptère, ça coûte combien? C'est ça. J'appelle qui? C'est ça que je veux. Est-ce qu'il y a des Est-ce qu'on a une idée disponibles? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on a une idée? Bien sûr. Il y a l'équipement, il y a la flotte d'hélicoptères. Bien sûr. Okay. Mais elle appartient à qui? Au privé ou à l'État? Il y a des privés. Mais qu'est-ce qui freine donc la mise en place d'un tel projet? Bon, aujourd'hui, c'est l'information, il faut que l'information passe. Donc c'est ça notre motive. Voilà, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut que l'information passe. Et puis que les gens sachent qui est appelé, combien ça coûte. Et après, avec le nombre, on pourra réduire les tarifs. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un peu cher, mais vous savez, la vie n'a pas de prix. C'est ça. En tout cas, pour des informations complémentaires, comme on dit, priez, vous rendre à la PISAM. C'est ça. Voilà, il y a des informations. Mais, on parle de révolution, révolution technologique au niveau de la PISAM. Est-ce qu'on peut un peu expliquer à nos téléspectateurs ce que la PISAM aujourd'hui propose, comme vous en parliez un peu brièvement, pas par humilité certainement, mais est-ce qu'on peut rentrer un peu dans les détails de ce qu'on propose comme révolution au niveau de la PISAM? Aujourd'hui, on a des blocs opératoires qui sont aux standards internationaux, hein, avec des blocs ISO 7, des blocs ISO 5, c'est des normes de qualité en termes de blocs. On a des blocs opératoires ISO 5 et ISO 7. On a une salle de cathétérisme. Il y en a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y en a 3. Excusez-nous, professeur, cathétérisme, c'est quoi? Une salle de cathétérisme, pour nous les ignorants, en fait. C'est une salle de cathétérisme, c'est quelque chose qui vous permet de faire des explorations non invasives. Par exemple, vous souffrez d'hypertension, ou d'essoufflement ou d'douleur à la poitrine. On va vous faire un examen complémentaire qui s'appellera une coronarographie. On va regarder pourquoi est-ce que vous avez ces symptômes-là et qu'est-ce qu'il y a à faire après. C'est des choses, voilà, vraiment, c'est des examens qu'on doit faire dans l'urgence. Régulièrement, ouais. Hein, et c'est des choses, on peut sauver la vie des gens. Mais vous parliez de 3, c'est 3 seulement dans le privé ou 3 3 en Côte d'Ivoire. Il y en a un dans le public, et 2 dans le privé. D'accord. Et donc voilà, donc il y a des choses assez pointues comme ça qu'on fait. On a un centre d'imagerie de dernière génération avec des équipements, je ne mettrai pas la marque, mais des équipements d'un constructeur américain de renom, hein, avec une IRM, un scanner et une mammographie de qualité 4D de très très bonne qualité. Ne vous inquiétez pas, vous aurez pu dire le nom. Hein. On a après, Général Électrique. Voilà, mais ça va, ça a évolué. Le concept de non, pas de publicité sur le plateau, ça a évolué. On est en 2023, les choses évoluent. Ce qu'on voulait dire, monsieur le directeur, président directeur général, c'est quand on évoque toutes ces innovations, forcément, on se pose des questions. En même temps, vous connaissez la fameuse maxime, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vous êtes un tout petit peu au milieu du marteau et de l'enclume. Vous voyez des situations, malheureusement, en plus, vous avez un établissement à faire tourner. Parce que ces appareils dont vous parlez, ça coûte extrêmement cher. Donc, pour pouvoir les avoir, il faut avoir besoin de moyens. Il faut avoir des moyens. Comment vous arrivez à juguler C'est un challenge permanent. C'est pour ça que vous allez voir qu'il n'y a que des médecins qui ouvrent des cliniques, parce que vous êtes dans une situation où vous devez faire du chiffre et de l'argent et des profits, mais vous voulez aussi aller le plus loin possible dans la prise en charge médicale. Parce que vous payez des médecins de qualité
vous avez du matériel de qualité, vous avez un cadre qui a besoin d'être aux normes, ça coûte. Et après ça aussi, il faut avoir... Et franchement, c'est un sacerdoce. Faire de la médecine aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on le fait parce qu'on aime. On le fait parce qu'on a envie de soigner les gens. On le fait parce que ça nous fait mal de voir un patient qu'on ne peut pas prendre en charge parce qu'il nous manque telle chose ou tel autre équipement. Voilà. Donc on le fait vraiment parce qu'on a cette envie d'aller le plus loin possible dans la prise en charge médicale des patients. Mais pas à perte non plus. Exactement. Oui, et vous amorcez aussi la question que je vais vous poser maintenant. Quel est votre regard en fait sur la médecine en Côte d'Ivoire et surtout sur les services, la qualité des services proposés, que ce soit dans le public et dans le privé? Franchement, je suis impressionné. Franchement, ce qui se passe aujourd'hui m'impressionne. Dans le privé, ça s'est développé à un rythme que je n'ai jamais vu en Afrique de l'Ouest. Je veux dire, il y a plusieurs cliniques qui se sont développées, mais avec des plateaux techniques de très très bonne qualité, vraiment, vraiment, et sans concurrence aucune. Moi, je suis content que ça se passe comme ça. Dans le public aussi, il y a quelque chose que le gouvernement a amorcé qui est fantastique. Quand vous regardez les hôpitaux généraux de Miyagi ou... le programme de construction des centres sanitaires. C'est extraordinaire ce que je vois. Et quand je vois les équipements qu'ils mettent dedans, mais franchement, chapeau. Mais vous parliez justement de social. Quelle est la collaboration que vous avez avec justement le secteur public? Parce que finalement, le privé, c'est vrai, je comprends que ça s'adresse à une certaine cible et que ça soit là pour faire du chiffre, mais derrière, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir une collaboration avec les secteurs publics? Non, je pense qu'il y a la place pour faire un peu plus. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup collaboré pendant le Covid, beaucoup collaboré pendant le Covid. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la place pour faire plus. Je dis par exemple, quand moi j'ai une salle de cathétérisme qui est ouverte 24 heures sur 24, je dis ce serait bien que si jamais le SAMU a des patients comme ça, qu'ils puissent me les amener. Oui. Parce que, voilà, je veux dire, moi j'ai des gens qui sont là en permanence. Et voilà, il n'y en a que 3 dans Abidjan. Donc je veux dire, le temps c'est important. Donc voilà, il est important qu'on puisse se travailler ensemble. Donc il y a des choses à faire, vraiment des choses à faire. Daouda Élisée, 30 secondes s'il vous plaît. 30 secondes rapidement, la question elle est basique. Pourquoi est-ce que dans certaines cliniques, quand on s'en va, la première question, est-ce que vous êtes assuré? Ou bien, quand on est assuré, automatiquement on nous fait coucher directement. Non. Mais quand on n'est pas... Non, je vous assure. Non, je vous ai toujours dit sur ce plateau, j'ai dit Daouda, certaines cliniques. Parce que je suis dans une clinique, on m'a posé la question. On voulait me faire coucher en même temps. Mais il faut dire dans juste cette clinique, tu mais j'ai dit certaines. C'est pourquoi j'ai dit. Non, écoute, j'ai dit certaines. Parce que le truc est différent. Nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne fait pas ça. On a une éthique médicale que l'on respecte. Pourquoi on pose la question? C'est pour savoir comment on vous prend en charge. Parce que vous savez que les demandes d'autorisation sont compliquées avec les assurances et les établissements tiers payants. C'est très compliqué. En fait, c'est 2 processus différents. Voilà, donc c'est pour ça. Vous figurez de voir les cliniques ouvrir. Faut peut-être aller à la pizza, justement. Il faut fréquenter la pizza prochainement. Exactement. Voilà la clinique Saint-Daouda de vos quartiers. Voilà, PDG, vous figurez pour la 2e année consécutive dans le Ouzou. Ce manuel-là qui célèbre les talents ivoiriens. Quel sentiment? Il y a la photo en illustration. Voilà, quel sentiment? Non, qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous appréhendez cela? Non, mais beaucoup d'honneur. Vous savez, moi, je suis fier d'être un produit 100% ivoirien. J'ai été formé à l'ESCA. Et j'en suis très fier. J'ai travaillé dans les grands groupes, j'ai travaillé à Coca-Cola. J'ai fait une longue carrière sur Coca-Cola, qui était une bonne carrière. Et croyez-moi, personne ne nous a impressionnés parce que je venais d'ESCA, j'étais sûr de moi. On n'a pas été impressionnés. J'espère que les jeunes pourront suivre cet exemple. Voilà, on se forme très bien en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de... Il ne faut pas se laisser, il n'y a pas de complexe en fait. Il n'y a pas de complexe à avoir. Et voilà, il faut avoir confiance en soi. Donc on espère pouvoir donner des exemples comme ça à nos jeunes frères et pour que Sky soit the limit, quoi. En tout cas, bravo, bravo de figurer encore dans ce magazine. Merci. Je m'en prête à le dire, mais bon. On parle au nom de tout le plateau. Bon, je ne vais pas rajouter. Non, tu veux rajouter, pas de souci. Alors, donc, bravo. Hein. Merci, Brice. Merci, c'est gentil. Alors, donc là, on est d'accord, on se forme bien en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on se soigne de mieux en mieux en Côte d'Ivoire. C'est grâce à tous les efforts que vous êtes en train de mettre en place pour que les Ivoiriens puissent être mieux soignés. Je vous promets que de temps en temps, j'entends des voix dans ma tête. Monsieur le président directeur général, Éric Djibo, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous. Mon conseil, allez voir un médecin cette année. C'est important. On est en fin d'année, on est en début d'année. Il faut que c'est un peu la période. Mais si on va laisser tomber la sortie piscine.
On va laisser tomber la On va aller à la On ira à pizza. la pizza. On va plutôt aller à la pizza. Venez, je vous fais voir un médecin. Allez voir un médecin cette Allez voir un année. médecin cette année. C'est mon conseil On cette année. comptait aller à la piscine, on va annuler ça. Voilà. Non, c'est toi On qui ira as quand même à la piscine. On va aller à la piscine, on va aller voir les médecins. On va faire les deux. Nous, on va faire une courte pause pour permettre donc à monsieur le directeur général, je pense, président directeur général qui est très attendu. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci pour votre sympathie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marque une courte pause. À tout de suite. On a pris le temps de la pause pour aller voir notre médecin et on peut vous dire tout se passe bien. On est bien. Bon, c'est Daouda, on ne sait pas trop ce qui se passe. On ne sait pas ce qui Je crois s'est passé. qu'il- Voilà, Non, il est reparti dans sa clinique où on le dit de se coucher là. on l'a gardé. Voilà. Ils Ils ont gardé un peu Daouda. On ne sait pas ce qui se passe, mais bon, il nous donnera des nouvelles quand il reviendra. C'est le seul qu'on a gardé un peu longtemps. Parce qu'il a des antécédents dans les cliniques. Dès qu'on le voit, on le fait coucher. Donc ils l'ont fait coucher, c'est tellement Daouda. Bon, on rigole, hein, mais Daouda va bien. Nous sommes très heureux de recevoir sur le plateau du Grand Talk M. Jean-François Kodo, promoteur du concours. Concours national, les grands débatteurs. Très très bien, alors je m'apprête à le dire. La deuxième édition, Oui, la deuxième la première vous édition. s'est déroulée quand? La première s'est déroulée de 2021 à 2022. Oui. Le concours même a commencé le 8 janvier 2021. 2022 est fini. La finale a eu lieu le 8 avril, le samedi 8 avril 2022. Qu'est-ce qui motive la mise en place d'un concours de grands débatteurs? Écoutez, aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Je pense que échanger des idées est ce à quoi tout le monde est soumis. Nous sommes tout le temps en train de débattre. Quand vous rentrez à 1h du matin et que votre épouse vous dit par exemple, monsieur, d'où venez-vous? Vous êtes obligé de trouver des arguments pour convaincre votre épouse afin Oui, qu'elle je puisse commençais se par dire, calmer. pourquoi m'appelez-vous monsieur, madame? Ça n'augure de rien de bon quand on Voilà. commence à vous appeler monsieur. Donc débattre, je pense que débattre fait partie du quotidien de tout le monde. Et il est important pour nous de donner cette formation à la jeunesse, puisque cette formation est d'abord, c'est une opportunité que nous offrons à la jeunesse. Pour nous, notre vision est celle-ci, c'est une jeunesse qui est outillée et formée par la pratique des débats contradictoires afin de prendre part aux enjeux de sa génération. Si vous le voulez bien, on va faire un peu le point de la première édition. Il y a eu D'accord. combien de participants? Comment s'est déroulée cette première édition? Son clou, comment ça s'est passé? D'accord, merci beaucoup. Lors de la première édition, quand nous avons lancé l'appel à candidature, nous avons eu 50 équipes. 50 équipes. Et nous avons procédé... Ah, c'est des équipes, ce n'est pas des individus. Non. Alors, le principe, c'est des équipes de 4 personnes. Ok. Mais ce sont des équipes mixtes. C'est-à-dire que s'il y a 4 femmes qui voudraient participer, nous leur demandons d'y adjoindre plutôt un homme. Donc 3 femmes et un homme. Et s'il y a 4 hommes qui veulent participer, nous leur demandons d'y adjoindre plutôt encore, de retirer un homme et d'y adjoindre une femme. Donc la mixité est de mise. Mais on ne peut pas participer, Élisée Bolouboué seul par exemple, ne peut pas participer. Non. Très bien. Ce que nous faisons, c'est d'abord, c'est des débats d'équipe. Très bien, Et d'accord. je vais expliquer pourquoi. Très bien. Voilà. Donc, nous avons eu 50 équipes et après la présélection, nous avons retenu 16 équipes. Donc, ce sont 16 équipes qui ont participé aux Jeux, qui ont compéti et qui ont participé aux Jeux oratoires. Et au final, c'est laquelle des équipes qui a remporté? Vous vous en souvenez? Oui, bien sûr. Nous ne sommes qu'à la première deuxième édition. Donc, Ouais. ce sont les As qui ont remporté. Ils sont bien brillants, ils sont brillants. Très bien. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que nos équipes viennent de partout, de toutes les organisations. L'année passée, sur les 16 équipes, il y a eu 8 équipes Toastmasters venant de Toastmasters International. Nous avons eu 3 équipes venant de la JCI et les autres sont venus, étaient un peu hétéroclites, sont venus d'un peu partout. Ce ne sont pas seulement des étudiants, il y a aussi des jeunes professionnels qui participent, il y a aussi des étudiants, et même cette année, par exemple, il y a des personnes d'un certain âge de la quarantaine qui ont voulu aussi participer. Voilà, donc Et ces équipes débattent autour il y a des thèmes, c'est des panels, comment ça fonctionne? voilà, donc il y a des thèmes, il y a un comité scientifique qui est mis en place pour déterminer des thèmes d'actualité. Parce qu'on peut débattre de tous les thèmes, des thèmes même qui ne concernent pas la Côte d'Ivoire. Mais notre choix, c'est de trouver des thèmes qui concernent le quotidien de l'Afrique ou de la Côte d'Ivoire, de telle sorte que le citoyen lambda ou le citoyen moyen puisse se sentir concerné par... Sans un intérêt dans ce Ouais, débat. en bien fait. sûr, bien sûr, c'est bien cela. Donc l'année passée, pour la finale, le thème qui a été débattu est celui-ci. Dans la lutte pour la démocratie, le droit à la violence est-il
légitime. Donc c'est sur ces thèmes-là que les jeunes se sont... Très bien. On va s'intéresser à la deuxième édition. Elle se tiendra à partir de quand? Donc la deuxième édition commence demain. Demain, samedi 7 janvier. Et par plusieurs phases, la finale est prévue pour le samedi 1er avril. Très bien. Donc, c'est dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'inscrire. Non, c'est fini, on ne peut plus s'inscrire. La présélection est déjà faite. Les 16 équipes ont été déjà déterminées. Qu'est-ce qu'elles vont gagner? Alors, ce que nous leur promettons, nous promettons 1 million de francs CFA. C'est symbolique parce qu'ils sont 4. S'ils divisent par 4, ça fait à peine 250 000 francs chacun. Donc c'est minime, mais ça permet de les encourager. Ouais. Ça permet d'encourager. On sait que ce n'est pas le premier objectif. Hein, l'objectif, voilà, l'objectif, ce n'est pas ça, c'est d'apprendre. Le premier objectif, c'est de former les jeunes afin de leur donner tous les rudiments nécessaires à la prise de parole en public. Très bien. Mais derrière la prise de parole, il y a une forme de responsabilité sociale, même liée même au leadership des personnes qui parlent. Très bien. Alors, vous n'êtes pas venu seul hein, dans vos valises. Vous nous avez, on parlait des vainqueurs de l'édition précédente. Oui. Vous avez avec vous deux participants, Dieudonné Loba et Kalo Trébissou. Oui. Alors, Kalo Trébissou est l'un des champions de la première édition. Il est très talentueux, il est Toastmasters. Et Dieudonné Loba est aussi Toastmasters, mais il est coach. Il est coach en développement personnel dans la vie de tous les jours, mais il est aussi coach au sein du concours. Alors cela me permet d'expliquer un peu une chose. Il y a 16 équipes. Nous avons pour cette année choisi 4 coachs, chaque coach ayant 4 équipes. En finale, les 2 coachs, dont les 2 équipes sont finalistes, auront aussi à s'affronter dans un débat contradictoire. Donc c'est une originalité que nous avons introduite dans le concours. Donc cela met un peu de piment, un peu de sel. Très bien. Voilà. Donc on reçoit les 2 coachs là sur notre plateau en ce moment. Merci beaucoup de nous rejoindre, messieurs. Voilà. Voilà. On va même vous offrir un espace là particulier parce que nous on a envie de voir un peu comment ça se présente. Bonsoir Monsieur Kalo. Bonsoir. Bonsoir Brice. Comment ça va? Très bien, merci. Bah oui, on a senti dans la voix. Monsieur Loba, bonsoir. Bonsoir. Alors, en général, on a des débats, on a des coachs. Oui. Et comment ça fonctionne? Dites-moi un peu. On les a. Ils débattent sur un thème, par exemple? Oui, ils débattent sur un thème. Aujourd'hui, moi, je vais leur proposer un thème qui peut intéresser tout le monde. Les Gbaka à Abidjan, opportunité ou menace. C'est sur ce thème-là qu'ils vont débattre. C'est vrai que j'ai pas mon chrono là. On les aurait, Freddy, on les aurait en 2 minutes. Je peux activer le chrono. Allez, voilà. Rihanna, toujours prête. Vous avez 1 minute et 30 secondes. Ouais. Freddy, vous me direz si c'est possible, Freddy? Donc tu as dit combien? 1 minute et 30 secondes. Voilà. Chacun? Oui, chacun. Donc, à propos de la question des Gbaka. Gbaka, opportunité ou menace? Voilà. Ça on finit pour nous continuer. Tu me dis top. Hein. Voilà. Nous, on peut faire le jury sur le plateau. Oui, vous serez les juges. Ah, ça c'est bien. Maintenant, ça. Voici comment le débat se passe. Oui. Dans le débat, quand le thème est donné, il y a des motions qui sont distribuées aux débatteurs. Donc, on ne débat pas dans les désordres. On force sur le concept de telle sorte qu'une partie est la motion pour, la position pour, et l'autre partie a la position contre. C'est ça. Donc aujourd'hui, M. Dieudonné Loba, au débeauté, aura la position pour. Lui, il va défendre l'affirmative par rapport à ce thème. Donc pour lui, les Gbaka seront une opportunité. Okay. Et l'autre motion sera celle de M. Kalo. Alors, M. Loba, franchement, j'espère de tout mon cœur que vous avez déjà solides. Des arguments solides. Bon, Eliane, ça fait 2 minutes que je pose la question. Freddy, c'est bon, ce serait possible ou pas qu'on me réponde? Ok. Freddy, vous avez le compteur dans le dos? Ok. Regardez, il y a un compteur qui va apparaître là. Donc, le compteur apparaîtra. S'il n'apparaît pas aujourd'hui, il apparaîtra demain. C'est parti, allez-y. Je suis de ceux qui croient que lorsqu'il y a une menace quelque part, lorsqu'il y a une difficulté, une épreuve, il y a nécessairement une opportunité derrière. J'ai regardé un film, Les Hommes d'honneur, où l'avocat a défendu des militaires accusés. On leur demandait pourquoi défendez-vous ces personnes qui sont accusées.
Il leur a dit, pendant que vous dormez, eux, ils montent la garde. Ils veillent sur vous. Du coup, j'ai compris l'importance de ce corps de défense. Pendant que nous dormons, ils assurent notre sécurité. Je rends ici hommage à toutes nos forces de sécurité et de défense. Très peu de temps, nous avons l'opportunité de rendre hommage à ces gens qui nous aident, qui nous protègent tous les jours. Pourquoi je parle de forces de sécurité? Parce qu'il y a derrière cela une armée de 100 000 hommes qui, tous les matins, à partir de 4 heures du matin, sont sur les routes pour transporter le plus modeste d'entre nous pour aller au travail. Et ce, tout le long de la journée, jusque tard parfois, 24 heures, avant de rentrer après tout le monde pour se reposer et recommencer le lendemain. J'estime que ces personnes, qu'on appelle communément les Gbakamen, sont pour nous une solution, une opportunité, une occasion qui permet à tout le monde, riche comme pauvre, de rouler au moins une fois dans une Mercedes. Parce que vous allez remarquer qu'on utilise des Mercedes pour les Gbaka en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. C'est fini, ouais. Bravo. Bon, alors, il est apparu, hein, bravo. Rien, vous aviez dans le chrono. Ouais, c'est ça. C'était ça. C'est parti. OK. Bon, ben, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Apparemment, il n'est pas d'accord. On vous écoute. Merci, Brice. J'ai bien aimé la belle tirade de mon contradicteur, tirade que l'on pourrait certainement rajouter au compte du Père Voilà Pourquoi. Mais j'estime que l'on est ici aujourd'hui pour parler d'un point très sérieux. Et je veux vous faire part de l'histoire d'une femme, Djenebou. Cette femme qui avait toute la vie devant elle. Cette femme qui était aimante et aimée par sa famille, mais qui a tout perdu un soir du 19 août 2020. Elle a tout perdu ce soir-là parce qu'elle a été victime de l'ignominie, de l'inconscience de ces personnes que l'on appelle souvent chauffeurs de Gbaka, qui conduisent à tombeau ouvert, qui n'ont aucun respect pour la vie humaine dans leur façon de conduire. J'ai bien aimé écouter mon contradicteur et je me suis automatiquement posé une question. Quelle a été la dernière fois durant laquelle il est monté dans un Gbaka? Certainement il y a très longtemps, il y a de nombreuses années. Eh bien moi j'aimerais lui dire que moi je monte souvent dans ces véhicules et que je peux voir que ces véhicules ne constituent en rien une opportunité, mais plutôt une menace tous les jours pour les personnes qui les empruntent. Alors j'estime donc qu'on ne peut pas venir sur un plateau pour nous dire que les Gbaka sont une opportunité. Non, absolument pas. À la rigueur, l'on pourrait dire qu'ils sont un mal nécessaire, mais certainement pas, aucunement une opportunité. Et donc, j'invite toutes les personnes qui m'écoutent à ne pas croire à de tels arguments et à retenir que les Gbaka sont une menace. Alors, je sens Élisée. Élisée, cachez vos émotions. Je suis membre du jury. Hein. Voilà, en tant que ne me prêtez pas des intentions. Ne me prêtez pas des intentions. On sent que tu as mis les organes dans cet applaudissement. Ah bon, hein? Non, mais lui, il revient comme ça tranquillement. Voilà, bon, allez, on a Daouda qui revient. Non, mais voilà. lui, il revient parce que lui, quand même, Daouda, venez, après vous allez nous expliquer. Installez-vous, voilà. Exactement. Après cette levée de son lit, du lit de la clinique. Tout se passe bien, Daouda? Oui, tout va très bien. Merci, Daouda. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Kodo, nous qui devons juger avec l'appui de nos amis internautes, parce que là, on est en direct, donc ils réagissent directement sur nos pages des réseaux sociaux. On attendra la fin de l'émission. Voilà, on attendra la fin de l'émission. En tout cas, on s'est bien rendu compte que c'était très intéressant. On va applaudir les deux débatteurs. Très bel exercice. Oui. Bravo. Il est plein d'émotions, ce gars. Oui, très bel exercice. Merci beaucoup. Alors, donc, on va donner rendez-vous. Est-ce que le public peut assister Oui, c'est totalement ouvert au public. Oui. Pour nous, c'est un show, c'est un événement, on s'amuse. Et nous avons, demain, la rencontre est prévue à 15h à la salle de conférence de la Confédération africaine de handball qui est située à Cocody-Danga. Cocody-Danga, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Et pour permettre au public d'y venir, il y a juste des tickets tombola de 2000 à 2000 francs CFA. Ça permet de juste prendre en charge les frais. Mais nous voulons que toute la population puisse venir assister. Il y a tout un calendrier. Demain, c'est le lancement officiel de cet événement. Voilà, toutes les équipes seront là. Mais à partir, les autres dates sont connues aussi. Le 21 janvier, ce sera à l'université de Cocody,
à la salle de l'American Corner de l'Université de Cocody. Et nous y serons jusqu'à la demi-finale. Donc le 21 janvier, le 4 février, le 18 février et le 11 mars. Après cela, ce sera la finale. En tout cas, on souhaite qu'ils soient nombreux à venir voir donc, cette magnifique compétition. Le plus drôle dans l'histoire, c'est que souvent même vous êtes d'accord, c'est que le gars vient dire, mais comme vous avez tiré, voilà, c'est ça. C'est là qu'il faut aller chercher les arguments. C'est bien sûr ça, c'est ça. Ben, voilà. J'aimerais donner, si vous permettez, les deux thèmes, les thématiques pour demain, le lancement. La loi ivoirienne sur la co-responsabilité dans le mariage. Cette loi est-elle socialement fondée? Donc c'est le premier thème. Et le second thème, la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire est-elle viable? Donc il y a deux équipes qui ont déjà tiré leur motion et les thèmes qui vont s'affronter demain sur... Merci beaucoup, M. Jean-François Akodo. Merci beaucoup, M. Callot. Merci beaucoup, M. Loba. Merci à tous. On marque une courte pause. Avec nous sur le plateau du Grand Talk, il y a Élisée Bolougbe, mesdames et messieurs, le très sage, studieux et parcimonieux Élisée Bolougbe. Merci pour les qualificatifs. Je le pense. Et juste à côté, il y a le très amoureux Daouda Koulibaly. Franchement, vous célébrez l'amour à travers ces différentes déclarations. Vous mangez l'amour. Donnez-nous aussi. Je vais t'en donner, t'inquiète. Voilà, votre amour, vous mangez là. Je vais vous en donner. Merci Daouda, vous êtes gentil. Surtout à Rihanna. Et Rihanna aussi. Voilà. Bonsoir. Balle perdue, cadeau. Cadeau. On ne sait pas pourquoi. Je vais t'en donner un peu. Et à ma droite, il y a Isabelle Vauvre, la magnifique Isabelle. Voilà, c'est ça. Isabelle quoi. Isa. Non, mais en fait, elle, c'est ça, c'est Isa. Voilà, Isa. Isa qu'elle a là. Ça nous a fait Isabelle, mais on est Isa. C'est notre directrice artistique sur le plateau. Faut le faire. Mais on le dit parce que c'est vendredi et c'est pour nous un vrai bonheur de l'avoir sur notre plateau ce soir, mesdames et messieurs. Un des artistes les plus prolixes, un des artistes les plus talentueux, un des artistes les plus généreux, un homme de cœur et c'est un homme de bien. C'est Kérosène. Russoui. Non, je rigole. C'est comme ça qu'il fait ses blagues ici. Dans sa tête, il s'est dit, mais il a son visage changé, non? Il m'envoie où là? Il a pris sa position sérieuse, tu sais. Je suis. Il m'a appelé son manager. Il dit, Jules, je suis. De quoi parle le test? De que c'est Tratin et le texto. 2023, on a commencé par tes vœux déjà. Oui. Mes vœux les meilleurs à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique et aussi à vous. Merci. Que Dieu le Tout-Puissant nous accorde ce que nos cœurs désirent. Voilà, c'est un peu ça. Surtout la santé. On va dire quoi? À partir de Boulevard DJ jusqu'à aujourd'hui, il y a eu combien de temps? Boulevard DJ, c'est 2005. Tactiquement, ça fait 17 ans. Ouais, il y a eu 10 ans de latence. Voilà. Je le dis parce qu'aujourd'hui, pour un bon nombre de nouveaux majeurs et de nouveaux fans, Kérosène, c'est tout de suite des succès. Mais je veux dire, il y a même des succès, mais ça n'a pas commencé en solo. Ça a commencé une aventure qui s'appelait Boulevard DJ. Et 17 ans après, on arrive à maintenir le cap. C'est vrai que vous êtes très humble, modeste, d'évoquer cette période de latence qui en fait était une période de réflexion. Il y avait des choix à faire, donc il faut faire les bons. Je pense que visiblement, c'est le bon. Vous ne regrettez pas celui que vous avez fait. On est très très heureux. Je tutoie oui, il n'y a pas de problème. D'accord, donc de te recevoir. Élisée Bolougbe, qui est notre fan. Oui, moi je voudrais savoir, est-ce que ce n'est pas les 10 ans de latence, disons les 10 ans
sabbatique, en train de chercher ses repères, qui vous a conduit aujourd'hui à orienter votre musique vers cette motivation, toujours vouloir motiver, toujours vouloir faire une référence au père, une référence au travail. Est-ce que ce n'est pas vraiment ces 10 ans de latence? À vrai dire, ces 10 ans m'ont forgé. Ces 10 ans m'ont éduqué. Ces 10 ans ont été un bon moment d'apprentissage pour moi. J'ai beaucoup appris et je rends la gloire à Dieu. Et ça m'a donné une plume, en fait. Parce qu'en même temps, on évoque ces 10 ans-là pour connaître un tout petit peu l'histoire. Il y a eu le grand succès, enfin le succès qu'on a connu en 2005 avec Boulevard DJ. Et puis à un moment donné... Silence radio. Silence radio. Et donc c'est vraiment un temps de réflexion, on se pose des questions. Est-ce qu'on relance une aventure? Est-ce qu'on choisit cette voie par rapport... Non, en fait, j'avais décidé de rester en Europe et de travailler comme un citoyen lambda. Et ça n'a pas marché. Du coup, je suis revenu à mon premier amour, qui est la musique. Donc, je m'y suis attelé comme il devait. Et Dieu fit grâce. Votre succès, vous l'obtenez en Europe. Ça a commencé. Votre succès, je veux comprendre. Votre succès, c'est quand vous revenez en Côte d'Ivoire, que le succès démarre, ou c'est depuis l'Europe que ça Non, c'est quand je reviens. Quand vous revenez. Je laisse tout en Europe. Je décide de revenir. Ça. Comment on a la force de revenir? On a connu un succès, on est parti un tout petit peu s'isoler, se cacher, mais il faut revenir, affronter les gens qui vous ont... Le regard de ceux qui ont dû partir à la gloire et pouvoir revenir à Catimini. Parce que ça n'a pas été facile. Ce fut très, très difficile pour moi de revenir et des gens qui disaient qu'on m'avait rapatrié et tout, mais j'avais quelqu'un derrière moi, qui est Emma Dobré, qui m'a aussi donné la force. C'est quoi? C'est Emma Dobré qui vous prend en Europe pour vous envoyer en Côte d'Ivoire? Ou bien c'est en Côte d'Ivoire que vous vous rencontrez et puis les choses démarrent, je veux savoir. Nous parlons depuis des lustres. Donc mais moi j'apprécie, c'est bien. Donc vous parlâtes depuis des lustres. Exactement. Okay, donc c'est après ça, en fait, c'est dans les différents échanges que j'ai eu la force de revenir au pays. Exactement. Mais moi, la question que je voulais poser à Kérosène, Kérosène et la galère, c'est quoi la combinaison? Parce que finalement, sur la toile, parce que toi et moi on est dessus, il y en a qui disent que vraiment la galère, il tort de te toucher. Mais c'est ça. La galère ne doit pas toucher n'importe qui. Et c'est toi qui l'a fait. Hein. Donc aujourd'hui, toi et la galère, vous êtes ensemble. Pour être plus sérieux, c'est que quand je chante, je pense que ça édifie beaucoup de personnes. Je ne chante pas personnellement ma vie. Vous savez que le citoyen lambda africain a à peu près la même vie que moi. Donc, du coup, quand les gens me disent Kérosène, tu as réussi, arrête de chanter la galère, je pense qu'ils se font harakiri. Et moi, ça me dérange vraiment. Ouais, parce que je ne chante pas pour moi, je chante pour des gens. Je chante pour motiver, pour encourager, pour donner motiver. De la force. Tu vois un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Qu'est-ce qui expliquerait un tout petit peu ce succès qu'on connaît aujourd'hui? Est-ce le background que tu as? Est-ce cette volonté-là de toujours proposer un titre, un produit différent? C'est quoi un tout petit peu le secret? Pour moi, c'est la grâce. Rien que ça. Je dirais que c'est la grâce. Je rends la gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens plus talentueux, certainement. Il y a des gens qui sont plus talentueux que moi qui n'émergent pas. Donc pour moi, c'est la grâce et aussi le travail. Aujourd'hui, comment vous conduisez cette carrière? Parce que pour quelqu'un qui a fait 10 ans sabbatique, lancer un album qui prend aussitôt, un second qui enchaîne, tout de suite on a la grosse tête. Comment vous gérez cette carrière? Comment vous arrivez à rester le kérosène que tout le monde connaît? Est-ce que vous continuez même à aller à Siporex? Vous connaissez encore la route de Siporex? Entre ceux qui galérèrent et nous qui réussissons. Lesquels? Et nous qui réussissons. Il ne faut pas jouer Dieu. Quand Dieu te bénit, je pense que tu dois toujours avoir les pieds sur terre. Et en étant humble, on a plus à gagner. En tout cas, de ce que je sais, de ce que j'ai vu. En étant humble, on a plus à gagner. Voilà, donc je garderai toujours les pieds sur terre. J'ai une belle anecdote à propos de grandes déclarations prophétiques. Avec Kérosène, nous nous retrouvâmes un jour à Koudougou, au fin fond du Burkina Faso. Et assis sur un banc, nous prîmes la décision que le jour où nous réussirions,
eh bien, nous garderions les pieds sur terre. C'est ça. Et je suis très content de savoir que, en dépit de... Parce que quand on parle d'artistes qui réussissent à plusieurs niveaux, vous réussissez en tant qu'artiste, sur le plan artistique, vous avez des titres qui s'enchaînent, une certaine constance, une régularité donc au niveau des titres à succès. Mais à côté de ça, je mets en vidéo en tant qu'homme d'affaires. On voit bien qu'il y a des artistes qui ont des œuvres qui marchent bien. Comme disait un artiste que j'ai reçu à la radio, qui disait, il dit, en tout cas, mon son prenait, mais moi-même, il ne prenait pas. C'est vrai. Mais alors, vous parlez tout à l'heure de social, justement, de garder les pieds sur terre. J'ai vu des images défiler avec des enfants et tout ça. Quelles sont les actions que vous mettez en place, justement, pour permettre à d'autres personnes de bénéficier de cette grâce que Dieu vous a fait? Alors, nous avons mis la fondation en place. Elle n'est pas encore lancée, mais nous œuvrons quand même dans le pays. Du coup, on a décidé de faire en premier lieu les aires de jeu dans des écoles publiques, en y mettant aussi une bibliothèque et des cantines. Voilà. Dans les écoles publiques? Dans les écoles publiques pour l'instant. Okay, vous en êtes à combien aujourd'hui? Pour l'instant, on a commencé par Sipores. Donc ça veut dire que vous êtes reparti à Sipores? Oui, c'est la base. Vous qui vous posez des questions aussi. Alors, est-ce qu'il y a des mots qui sont importants pour vous aujourd'hui, loyauté ou fidélité? Fidélité à votre arrangeur, Baby Philippe. Baby Philippe, oui. Fidélité à votre productrice. Loyauté, je veux dire, pour éviter toute forme de polémique. C'est exact. Fidélité à votre style musical. Parce que on dit quoi? Comment vous après, c'est la question, comment vous définissez le style musical? Mais en tout cas, vous êtes très constant sur ces fidélités au succès aussi. Ouais. Je fais du kérosène toujours. Hein. Ouais. Voilà, je définis mon style musical par... Il y a un peu de gospel, le beat coupé décalé et les mélodies zouglou. Voilà, Et ça se reconnaît très vite, hein, ouais, dès qu'on entend. c'est ça en fait. Et vous restez très... C'est quoi cet attachement, cette fidélité-là donc Oui. à des valeurs, à des personnes? On a tout à gagner en étant loyal. Il faut être très reconnaissant envers des gens qui vous donnent même un petit verre lorsque vous aviez soif. Et moi, franchement, je rigole pas avec ça. Mais est-ce que les gens vous le rendent, finalement? Moi, en tout cas, je fais ce que je dois faire. Même si on ne vous le rend pas, vous... Voilà, moi, c'est pas grave. Mais moi, la question que je voulais vous poser, c'est concernant votre concert, en fait, qui était prévu le 4 à Paris. On a vu qu'il y a eu beaucoup de remous derrière ce concert-là à Paris. Finalement, il a été reporté à une date ultérieure. Non, pas ultérieure, au 29 avril. Au 29 avril. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait trop de rififi. Et moi, j'aime pas être dans des... Rififi de la part de qui? Des organisateurs, de votre staff? C'est quoi au juste? En fait, des organisateurs de ceux qui faisaient mon spectacle et ceux de Paris, les gars de mon staff et tout. C'était un peu... Parce qu'après, il faut qu'on explique un peu comment ça se passe. Moi, je suis organisateur de spectacle. Je contacte le staff de Kérosène pour dire je souhaiterais que Kérosène soit en spectacle le 10 janvier à Paris. Donc, à la limite, ce n'est pas un concert que Kérosène organise lui-même. Voilà, c'est important. Voilà. On fait un contrat. C'est ça. Voilà. Mais si moi, en tant que promoteur, j'ai un problème avec Élisée Bolubeux, donc ça réjaillit c'est tout. Mais on a vu sur les réseaux sociaux que certaines de tes affiches ont été déchirées. Oui, bel et bien, oui, elles ont été déchirées. Mais bon, j'ai préféré reculer et tout baliser avant de revenir. Mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas... J'aurais été là, d'autres artistes qu'on connaît, ils seraient allés dans un clash, mais pourquoi on ne vous voit pas dans ce genre de concept, vous personnellement? Je me suis donné une ligne directive que je suis. Voilà. En parlant de buzz, récemment, il y a une sortie de Serge Beno sur des danses qu'il aurait eu à faire sur ses récentes chansons. Quel regard est-ce que vous avez là-dessus? Ah, Beno, il fait son Beno. Hein. En tout cas, tant que ça marche, moi, je ne peux pas critiquer. Voilà. Mais il y a un point qui est intéressant. Vous évoquez justement le fait que vous n'utilisez pas les buzz donc, pour continuer de vivre dans votre carrière. Donc ça veut dire qu'il y a un autre chemin qu'on peut emprunter. Donc c'est lequel? Quelle est votre stratégie à vous? Le travail, la rigueur sur soi-même. Il y en a pour qui ça marche. Il y en a qui ont de la rigueur, mais qui meurent. Hein, En fait, je reviens à la grâce. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire de vous aujourd'hui que vous faites de Dieu votre business, en fait? Ça, c'est une fan qui pose des questions. Question. Non, mais ça, c'est Isa. Ah, vous posez la question. Non, reprends la question. Et vraiment qu'il y ait derrière question. Reprends la question. Reprends. On est bien. Faites la couler. Allez.
Est-ce que vous faites de Dieu votre business? Question. D'ailleurs, j'ai revu. Non, en fait, le plateau est mature aujourd'hui. J'ai revu une ancienne vidéo de Gédéon de la Tchétchouva sur Live Radio. Donc, c'est ça. Alors, pour être plus sérieux, on ne rigole pas avec Dieu. Moi, je sais d'où Dieu m'a enlevé. On ne rigole pas avec Dieu. On rigole pas avec Dieu. C'est tout ce que je peux. Parce que j'ai envie de dire, vous sortez miraculeusement d'un accident de la circulation il y a quelques jours, donc enfin quelques semaines. J'ai fait un gros accident, mais franchement, c'est inexplicable. D'accord. Nous en sortîmes indemnes. Et d'où vous vient cette inspiration en fait pour faire autant de sons qui marchent comme ça à chaque fois, à chaque sortie? Elle est divine, je dirais. Parce que moi, quand j'ai un thème, la grâce, oui. Quand j'ai un thème, par exemple, on va dire quoi? Choisissez l'une de mes chansons. Bon, Élevé, par exemple, que j'aime. Voilà. Élevé, je pense que j'ai été rabroué à un moment de ma vie. Et je n'en voulais à personne. Donc, je voulais juste exprimer quelque chose qui venait du plus profond de moi. Très bien. Oui, mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Donc avant que ce soit un succès, avant que Dieu ne fasse grâce, il y a un travail qui est fait derrière. Oui, Donc bien ce sûr. que nous on demande, c'est vraiment la recette derrière ce travail. En fait, je proclame toujours les bonnes choses sur moi. Même mes amis le savent. Quand tu dis que c'est mauvais, moi, ils te disent c'est bon. C'est l'optimisme. L'optimisme. D'accord. C'est ça. Tu fais partie de mon camp, l'Ivoire optimiste. Mais nous y sommes. Voilà, c'est clair. Il faut le dire, et j'attendais une occasion comme celle-là. On se parle régulièrement, mais j'attendais cette occasion-là. De dire, vous faites partie aujourd'hui des artistes les plus sérieux, les plus responsables, et les plus, je ne dirais pas humbles, les plus modestes. Vous êtes on connaît votre staff, hein, vous êtes conduit par un Mais bon quand staff. tu es sérieux, là, tu tutoies plus? Non, c'est bon, non, c'est bon. Quand je dirais que tu t'en plus long. Mais Kérosène est l'un des rares artistes qui garde ces relations d'une vingtaine, d'une trentaine d'années. Et c'est des relations très personnelles. C'est pas, on ne passe plus par le staff toujours. Vous avez un numéro, vous traitez les personnes humainement. Et ça, je voulais vous dire merci pour cela. Mais moi, parlant de responsabilité, justement, Brice, j'aimerais savoir à quel moment, parce que quand moi j'ai connu Kérosène, c'était DJ Kérosène. Même souvent quand je tape dans ma barre de recherche pour streamer, c'est DJ Kérosène que je cherche. À quel moment tu passes de DJ Kérosène à Kérosène tout court? Quel déclic, quel a été le déclic pour que tu enlèves le DJ dessus? Le déclic s'est fait du moment où les gens ont commencé à jouer mes chansons dans les églises. Et même les gens qui ne sont pas chrétiens, les musulmans chantaient mes chansons. Je me suis dit, je fus DJ. DJ, quand on dit DJ, ok, c'est lui qui a la platine et tout. Mais maintenant, je suis chanteur à plein temps. Donc, je préfère enlever le nom de ça. Donc, il y a même eu une période avant, c'était Bébé Kéro. Ça, c'est vrai. Bon, alors l'interview 17 ans après, hein, c'est une petite interview. 17 ans après, Kérosène aujourd'hui, quel regard tu portes sur la musique ivoirienne globalement? Elle est en évolution, en régression du point de vue technique? Elle stagne. Elle stagne, c'est le mot. Très bien. Ouais. 17 ans après, tu as les mêmes amis, ça j'en suis sûr. J'ai Les mêmes amis. Ah oui, j'ai les mêmes amis. Ouais. 17 ans après, on ne roule plus dans les mêmes voitures. C'est la grâce. C'est la grâce. on a Mais comme il est très intelligent, il m'a dit, je vais poser une question. De bois, en fait. J'aime les bolides. Ça, c'est depuis longtemps. Mais 17 ans après, qu'est-ce que tu n'es plus prêt à refaire? 17 ans après, les bagarres. 17 ans après, Kérosène dans sa famille, c'est qui? C'est Joël. Il est resté le même Joël? Oui, il est resté le même Joël. C'est le frère, c'est le grand frère, c'est le petit frère. C'est le fils? C'est le fils, ouais. On est 17 ans après, c'est lui maintenant qu'on attend pour démarrer la Pendant que nous y sommes, Kérosène, Oui. quels sont vos rapports avec les autres artistes et même, disons, avec les footballeurs, notamment avec Didier Drogba? Il y avait une polémique entre-temps, après votre accident, où on dit vous aurez, on n'a pas la preuve, ou fait une Range Rover que vous auriez refusé. C'est quoi la réalité de l'histoire? 17 ans après. Parce que la question, elle est très longue. On C'est commence ça. par quoi? On commence par vos rapports avec les autres artistes. Ah oui, nos rapports, ils sont bons enfants. Hein. Moi, j'ai pas de souci avec quelqu'un. Maintenant, avec Didier Drogba. Maintenant, l'histoire avec Didier Drogba. Didier, c'est mon grand frère. Je pense que j'ai été l'un des supporters les plus
les plus en vue lors de la campagne. Et c'est notre idole à tous. Hein. Moi, j'y ai mis du mien, je pense un peu plus que les autres. Voilà, d'où. Mais la parenthèse du véhicule, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Vous l'avez décliné? Oui, je l'avais décliné au début parce que j'ai jugé bon de ne pas prendre la voiture du fait que mon soutien à Didier Drogba n'était pas pour avoir quelque chose en retour. Voilà, donc quand j'ai perdu mes voitures, ce n'était pas de sa faute. Voilà, je pense que... vous avez refusé au début, mais finalement vous l'avez pris, c'est ça? Oui, parce que nous sommes en Afrique, il ne faut pas refuser les choses à un grand frère. Sur le 17 ans après, quand même, moi j'aimerais demander, 17 ans après, quand on a fait ce bout de carrière quand même, comment est-ce qu'on pressent l'avenir, musicalement parlant? Je pense qu'en gros, c'est avec maturité. Hein. Moi, je ne pressens vraiment pas l'avenir musical. Très bien. Bon, très bon, pas bon. Vous avez la possibilité. Vos rapports aujourd'hui avec Didier Drogba? Très bon. Vos rapports avec le président Ouattara? Très bon. Vos rapports avec le président Gbagbo? Très bon. Le président Didier? Très bon. De bon rapport avec tout le monde. Est-ce qu'il ne faut pas avoir peur de vous? Kérosène sur le... Un genre de fologo façon. C'est un genre de fologo façon. Non, c'est un genre d'honnêteté. Non, c'est pas un peu de fologo. Je pense qu'il est responsable, c'est tout en fait. Je ne le connais pas perso, mais je pense que ce sont des papeurs. Ils cherchent pas la bagarre. Ce sont des papis, c'est ça. Donc on les doit respecter. Bon, Kérosène, non, vous n'avez pas... La fan, hein? La fan peut poser la question. La fan, on a le choix, la fan. Vous avez le choix entre votre question et une prestation de Kérosène. Une prestation. Voilà, c'est tout. Et Kérosène en prestation sur le... À bientôt. Bravo, Kérosène. Allez, c'était un plaisir. Bravo. À samedi, les amis. À samedi. Bon week-end à vous. Bon week-end. Je vous demande pas ce que vous faites. À lundi, non? À lundi. Il faut qu'on arrête cette émission-là parce que ça va loin. Il faut regarder dans les verres. Hein.